Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour explorer le concept de violence. Dans une précédente vidéo, j'avais déjà parlé de la violence, notamment pour la différencier de deux concepts différents qui sont le concept d'agression et le concept d'agressivité. Si les différentes vidéos auxquelles je fais référence dans celle-ci vous intéressent, je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo et vous verrez de temps en temps apparaître des suggestions en haut de votre écran. Ce sont des suggestions que je mets de manière volontaire pour que vous puissiez cliquer dessus et aller directement vous référer aux vidéos dont je parle si jamais ça vous intéresse. Après avoir distingué le concept de violence du concept d'agression et d'agressivité, ce que nous avions fait, c'est que nous avions présenté l'échelle de l'agressivité, qui est un concept développé par le docteur Reynaldo Perón. C'est l'auteur de ce livre qui s'appelle Le syndrome de l'ange, considérations à propos de l'agressivité. Alors après avoir vu qu'on n'était pas tous équipés de la même manière au niveau de notre compétence agressive, et d'avoir vu par ailleurs que l'agressivité c'était loin d'être une chose à proscrire dans le sens où on en a tous besoin pour se défendre, une des conclusions à laquelle on était arrivé, c'est que quand on se situe dans les plus hautes sphères de l'expression de l'agressivité, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à parler de violence. Bah déjà merci parce que l'explication elle était limpide pour moi. Alors cette violence, ce que nous dit le docteur Reynaldo Perón, c'est qu'on peut la classer selon trois types bien distincts les uns des autres. La première, c'est ce qu'on va appeler la violence agression, la seconde, la violence punition, et enfin la troisième, la violence punition avec symétrie latente. Alors si ces termes vous paraissent un peu barbares pour l'instant, c'est tout à fait normal. Le but c'est qu'à la fin de la vidéo, il n'ait plus aucun secret pour vous. En fait, ces termes-là, ce sont des concepts qui viennent de l'approche systémique en psychologie. Et pour pouvoir les comprendre, je vais vous faire un bref rappel d'un concept que j'ai développé bien plus en profondeur dans une précédente vidéo. On pourrait définir les relations humaines selon deux types différents, la relation de type symétrique et la relation de type complémentaire. Il faut bien voir qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Les deux peuvent être très fonctionnels, bien que les deux comportent également des pièges qui leur sont liés. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Si on parle de la relation symétrique, ce serait une relation dans laquelle les deux individus se perçoivent sur un pied d'égalité. Les deux personnes se voient comme étant égales l'une à l'autre, avec un même niveau de compétence, avec un même niveau de savoir. Ces différents types de relations, vous allez les retrouver dans toutes les sphères, c'est-à-dire que ce soit la sphère professionnelle, familiale, sociale, dans le couple, etc. Le principal piège de la relation symétrique, ce serait son emballement, donc le moment où il y a ce qu'on va appeler une escalade symétrique dans la relation. Je leur ordonne de se rendre sur le champ, faute de quoi nous attaquerons le palais. Nous sommes ici par la volonté et en mission pour Cléopâtre. Nous ne partirons que le travail terminé par Toutatis. Cette escalade symétrique, en fait, elle va prendre la forme d'un conflit dans lequel aucun des deux protagonistes ne va vouloir lâcher l'affaire. Nous vous massacrerons jusqu'au dernier. Ils vont tous les deux se disputer, ça va monter crescendo, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui redescende en position basse de manière temporaire pour arrêter le conflit. C'est pas la peine de le dire si violemment, on peut discuter peut-être. On peut discuter peut-être. Il faut bien voir que cette escalade symétrique, parfois, elle peut aller jusqu'à l'agression physique. Voilà, j'en étais sûr. Hein. Le deuxième mode de relation, c'est le mode de relation complémentaire. Ce serait un mode de relation qui est fondé non pas sur l'égalité, mais sur la différence. Donc dans ce genre de relation, on va dire qu'une des deux personnes occupe la position haute et l'autre personne la position basse. Encore une fois, cette relation, elle peut être très fonctionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas péjoratif d'occuper la position basse ou d'occuper la position haute. Ça donne des exemples de relations très fonctionnelles, comme un parent et un enfant, un enseignant et un élève. Il est indispensable dans ce type de relation qu'une des deux personnes reconnaisse la position haute à l'autre pour pouvoir recevoir un enseignement, pour pouvoir fonctionner de manière efficace. Notez que dans un couple, ça peut être une personne qui occupe la position haute par rapport à certains sujets, et l'autre qui l'occupe vis-à-vis d'autres sujets ou d'autres thèmes. La relation, à ce moment-là, elle est très fonctionnelle à partir du moment où elle est fluide. Là où il y a un piège, c'est si cette relation complémentaire, elle devient rigide, dans le sens où c'est toujours la même personne qui occupe la position haute, quel que soit le domaine, et toujours la même personne qui occupe la position basse. Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Alors si on en revient maintenant à nos trois types de violences, vous allez vite comprendre pourquoi c'était nécessaire de parler des relations symétriques et des relations complémentaires pour pouvoir définir ces types de violences. Comme je vous le disais, la première, c'est la violence-agression. En fait, la violence-agression, elle s'inscrit dans le cadre d'une relation symétrique. Si l'escalade symétrique dégénère jusqu'à ce qu'il y ait un passage à l'acte, jusqu'à ce qu'il y ait une agression, à ce moment-là, on va pouvoir parler de violence-agression. Si on reste dans le cadre d'un couple, les deux personnes vont se renvoyer la balle, les deux personnes vont s'agresser mutuellement. Par contre, là où il y a une nuance, c'est que les deux personnes peuvent se battre, mais pas forcément avec les mêmes armes. Il y a une des deux personnes qui peut utiliser principalement l'agression physique, et l'autre personne qui va utiliser l'agression verbale ou l'agression psychologique. Si on pouvait faire du blanc avec du noir, rien qu'en jacassant, on te nommera expert incontournable. Le seul moyen de résoudre
cette crise, c'est qu'il y ait une des deux personnes qui vienne occuper temporairement une position basse. Cette position basse occupée de manière temporaire, c'est ce qu'on va venir appeler la pause complémentaire. Vous vous êtes toujours occupé de moi comme ça ou c'est récent? Disons que c'est plus facile de s'occuper de vous quand vous êtes au 36e dessous, vous êtes un peu plus accessible. Reynaldo Perón, ce qu'il nous dit, c'est que cette pause complémentaire, elle est composée de 3 phases. La première phase, ça va être l'émergence d'un sentiment de culpabilité. Pour qu'il puisse y avoir cette pause complémentaire qui se met en place, il faut qu'il y ait une des deux personnes qui se dise que là, elle est allée trop loin ou que ça prend des proportions qui sont vraiment au-delà de ce qu'elle avait imaginé. C'est bien ça qui va être le moteur du mouvement de réparation. Donc la deuxième étape, elle est composée de tous les comportements qui ont une vocation de réparation. Ces comportements de réparation, ils vont agir comme des mécanismes d'oubli, de déculpabilisation, de dédramatisation. Ils permettent de maintenir l'image de l'entente. Ça peut être faire une sortie au cinéma, aller manger au restaurant, inviter des amis, partir en vacances, offrir un cadeau, etc. Ou tout simplement présenter des excuses de manière suffisamment sincère et suffisamment authentique. Et enfin, la troisième phase, ça va être l'amplification de tous les mécanismes de régulation. Donc en fait, ce sont tous les comportements qui vont venir pour réparer la relation. Pendant cette période-là, les deux personnes vont venir utiliser le mode d'emploi de la relation complémentaire. Donc en résumé, la violence-agression, elle prend la forme d'une confrontation. Elle émerge dans une relation égalitaire et cette violence, elle est bidirectionnelle, elle va dans les deux sens. Et elle va se résoudre par une pause complémentaire. Ce qui est très important quand on va parler de la violence-agression, c'est qu'il faut bien voir que l'identité de l'autre est préservée dans ce type de violence. Le fait d'être une personne, tout simplement, ne lui est pas dénié. Il y a une reconnaissance de son statut. C'est ce qui va nous permettre de faire la transition avec le deuxième type de violence qui est la violence-punition. Parce que dans le cadre de la violence-punition, c'est justement le statut de l'autre qui est dénié. Donc c'est une relation dans laquelle bien souvent il y a un des deux individus qui présente un excès d'expression de l'agressivité et l'autre qui présente plutôt un défaut d'expression de l'agressivité. Donc si vous vous souvenez du concept de l'échelle de l'agressivité, il y a une des deux personnes qui va être en plus 2 ou en plus 3 et une autre personne qui va être en moins 2 ou en moins 3. Donc dans ce cas de figure-là, dans ce type de violence, celui qui contrôle la relation va infliger un châtiment, une punition à l'autre personne qui occupe la position basse. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être des coups, des châtiments répétés, des privations, des humiliations, des effractions répétées dans le territoire de l'autre, etc. Donc en résumé, dans la violence-punition, l'agression est unidirectionnelle. Elle ne va que dans un sens, de la personne qui occupe la position haute vers la personne qui occupe la position basse. C'est un type de violence qui est très souvent observé dans les phénomènes de violence conjugale. Il faut bien voir que les potentielles séquelles des personnes qui subissent ce type de violence est supérieure à celles qui subissent des violences de type violence-agression. En tout cas en ce qui concerne les séquelles psychologiques. Tout simplement parce que quand on subit ce type de violence, évidemment que ça va venir empiéter, ça va venir grignoter progressivement l'estime de soi, et que par conséquent, il devient de plus en plus difficile de se défendre de ce type d'agression, voire même à un certain moment, lorsqu'on a vraiment complètement perdu toute estime de nous, on va commencer à croire que ce que fait l'autre, on le mérite. Et c'est là où le mécanisme de violence va pouvoir venir s'installer de manière très grave, puisque la personne qui subit va être de moins en moins capable de se défendre et donc de sortir de cette situation qui l'emprisonne. Si en plus il y a une relation d'emprise, c'est encore plus difficile. Alors le thème des violences conjugales n'est pas précisément celui qui nous intéresse aujourd'hui, mais si jamais ça vous questionne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet-là à l'avenir. Et enfin, le troisième type de violence, c'est la violence-punition avec symétrie latente. En fait, il s'agit d'une violence-punition, comme on l'a vu précédemment, mais dans laquelle la personne qui subit la violence en position basse n'a pas perdu toute estime d'elle. Elle conserve un noyau de symétrie, donc un noyau de ressenti d'injustice, de ressenti d'égalité profonde dans la relation. Et en fait, quand elles subissent de la violence, elles viennent conserver ce noyau qui va s'alimenter de haine et de rancœur envers l'agresseur. Dans ce cas de figure, ça va être des personnes, par exemple, qui temporairement voient bien qu'elles n'ont pas la possibilité de répondre aux agressions de l'autre. Soit parce que c'est des agressions physiques et que l'autre il est bien plus grand, bien plus costaud, bien plus imposant, et que par conséquent, si on va l'affronter, ça peut être très dangereux pour nous. Soit par exemple parce que l'agresseur il est en position hiérarchique par rapport à nous et qu'on n'a pas envie de perdre notre boulot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre cette position basse, on va subir les agressions répétées de la part de l'agresseur, mais en conservant ce noyau de symétrie, c'est-à-dire qu'au fond de nous, on sait bien qu'on vaut le coup, on n'a pas perdu toute confiance en soi. Et ce type de violence, ça produit un effet cocotte-minute. C'est-à-dire que potentiellement, le moment où ce noyau de symétrie se réveille et où la violence explose, ça peut être extrêmement violent.
On peut d'ailleurs avoir vu certains exemples dans les faits divers ou dans la presse. Graciée par le président, Jacqueline Sauvage a été aussitôt libérée ce mercredi. Condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, son histoire a ému toute la France. Alors j'ai essayé d'être le plus concis possible pour vous présenter ces 3 types de violences que je vous rappelle que vous retrouverez dans ce bouquin si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Dites-moi si vous avez des exemples dans les commentaires et on pourra discuter ensemble pour savoir de quel type de violence est-ce qu'il s'agit. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette des notifications pour être au courant de la parution des prochaines vidéos. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et de tous vos proches et je vous dis à très bientôt.